Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 6e épisode de la seconde saison de Quoi de neuf, docteur, le premier podcast d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Longtemps, je me suis demandé à partir de quand on devenait historien. Est-ce que c'était à partir du moment où j'ai ma licence, mon master ou mon doctorat? À partir du moment où j'ai écrit un premier article sérieux et reconnu? À partir du moment où, quand je ne sais pas une date, un de mes proches me dit « ça se dit historien ?» Puis en lisant Histoire de Guillaume Mazot, j'ai compris que l'historien, c'est celui qui transmet un fait avec sérieux et rigueur. C'est aussi celui qui rend accessible des événements oubliés. L'historien n'est pas celui qui utilise le passé pour appuyer sa vision du futur, mais bien celui qui sait à la fois vulgariser et se spécialiser. C'est pour moi la définition de l'historien. Je suis toujours Pierre Sartoff et vous êtes bien dans Quoi de neuf, docteur. Quoi de neuf, docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Pour faire l'histoire du nazisme à travers ses articles en ligne, pour surveiller de près les pages Wikipédia historiques, ce n'est pas le dernier vulgarisateur professionnel sous contrat avec le département des Vosges. C'est bien Pierre Suer. Comment ça va, Pierre ? Ça va, mais je ne m'intéresse pas que aux nazis. Enfin, j'aime bien l'histoire en général, c'est juste que c'est un peu d'actualité, quoi, l'extrême droite, c'est tout. D'accord. On se retrouve où aujourd'hui ? On est à Paris. On est dans un beau quartier, c'est chouette, et c'est assez extraordinaire, et c'est très très sympa d'enregistrer. Très belles conditions, on va faire des belles photos, je pense. Ouais. Notre premier invité est souvent évoqué dans nos réunions d'Histoire d'en parler en se disant « Et si on faisait ce projet avec Passion médiéviste ?» Eh bien enfin, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Fanny Cohen-Moreau de Passion médiéviste, entre autres. Bonjour Fanny, merci de ta présence, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation, ça va. Il a fait beau ce matin, maintenant il fait gris, mais ça va quand même. C'est un temps parisien. Oui, totalement. Notre second invité, j'ai suivi avec attention cette tweet quand Twitter n'était pas encore une machine à créer des fausses informations. Il est docteur en histoire contemporaine, professeur en classe préparatoire, mais aussi animateur d'un podcast intitulé Paroles d'Histoire, c'est André Loès. Bonjour. Bonjour André, merci d'être venu. Comment vas-tu ? Très bien, et je suis ravi d'être autour d'une belle table avec une vraie table de mixage pro, des beaux micros, des belles bonnettes rouges. On est dans des bonnes conditions pour enregistrer. On remercie RCF pour ça, parce que on est obligé de le placer à chaque podcast. Bien sûr. Pas du tout. Si RCF veut m'envoyer des bonnettes rouges, je suis toujours preneur. L'appel est lancé. Mais tu auras le logo RCF, tu n'auras pas le choix. Ouais, mais je mettrai du scotch dessus. Mais non, c'est une très belle maison RCF. On les embrasse. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlons d'histoire et de vulgarisation. Quoi de neuf, docteur, épisode 6, saison 2, c'est parti. Quoi de neuf, docteur? Non, jamais entendu parler. Quoi de neuf, docteur, l'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Pierre? Et donc, Quoi de neuf, docteur, on aime bien commencer par une présentation un peu différente. Aujourd'hui, Pierre vous présente en musique, avec deux choix musicaux assez contestables. Contestable, carrément? Ouais. Désolidarise. L'idée, c'est que j'ai cherché des chansons comprenant à la fois paroles et passion, parce que c'est un peu les thèmes. Et vraiment, je me suis cassé la tête. Je trouvais des choses, mais c'était pas terrible. Du coup, je vais le faire en deux fois. D'abord, je sais pas, on commence par parole ou par passion? Est-ce que vous avez une préférence? Vas-y. Allez, je vais commencer par parole. Je vous propose une chanson interprétée par Dalida et Alain Delon, sortie en 1973. Un grand classique. Moi, je la veux bien, celle-là, elle est trop bien. Et donc, du coup, quand j'ai voulu chercher le texte de la chanson, j'ai écrit parole, parole, parole. Et donc, en fait, l'idée, c'est de présenter un petit peu, c'est quoi vos podcasts, c'est quoi vos thématiques. Donc, faut me donner un peu des éléments, et puis moi, j'essaye de composer des rimes à partir de ça. Donc, parole d'histoire, c'est quoi le but, d'où ça sort, pourquoi, comment? Le but, c'est de parler d'histoire avec des gens qui en font d'une manière ou d'une autre, soit qui en font vraiment professionnellement, ils font des bouquins et on parle des bouquins qui sortent, soit qui s'y intéressent parce que ils ont fait un documentaire et ils font du podcast, ils font du cinéma, où s'intéressent à l'histoire et du coup de parler d'histoire avec des gens aussi variés que possible. Donc dans l'idée de vulgariser et en ayant l'objectif de prendre de l'histoire universitaire, de l'histoire savante et de la rendre accessible. Ouais, mais pas seulement ça, c'est aussi l'idée que en fait, comme la forme podcast est super souple, en fait, il suffit d'un micro, d'un enregistreur, on peut faire du bouquin, on peut faire de l'interview, on peut faire du documentaire, on peut dire tiens, il y a un nouveau film historique qui sort, il y a l'Odyssée de Nolan qui va sortir en 2026, invitons quelqu'un pour en parler qui connaît bien le monde grec homérique, qui a vécu par exemple. Bien sûr, qui a des souvenirs. Et du coup, c'est très souple, on peut se permettre effectivement de faire de la pure vulgarisation, c'est-à-dire on a quelqu'un qui a fait une thèse, on l'invite au micro, on dit cette thèse sur quoi ça porte et essayer de rendre les choses effectivement un peu plus simples, soit de s'amuser avec de l'histoire, y compris sur des trucs de culture populaire un peu plus ludiques. Ça marche. Donc essayer de s'entourer des meilleurs pour
pour essayer de diffuser l'histoire, quoi. Les meilleurs, je sais pas, parce que ça va vexer les gens qui sont pas invités. On peut inviter tous les gens qu'on voudrait d'ailleurs. Pas encore mais invités. Non, mais de fait, la contrainte podcast, c'est que c'est mieux d'enregistrer en personne. Donc de fait, moi, je suis basé à Paris, donc c'est vrai que il va y avoir plus de gens qui sont en région parisienne ou qui y passent. Voilà, on peut le faire à distance et ça marche. Et moi, j'ai déjà fait des entretiens avec des gens à l'étranger, avec du décalage horaire, mais c'est moins bien en visio quand même. Donc voilà, le choix des invités, en fait, c'est un truc assez intéressant parce que tout le monde est pas bon à la radio. Des super chercheurs passent pas bien à l'oral, et puis on a envie aussi de gens avec qui on a des affinités intellectuelles. Donc Et alors la question, c'est quoi tes inspirations quand tu t'es dit je vais créer Parole d'Histoire? Moi j'ai vu qu'il y avait un texte qui est sorti en 2018 pour Aggiornamento Histoire-Géographie où tu cites plusieurs personnes, plusieurs références. Tu te dis tiens, la vulgarisation ça existe, mais il y a moyen de la faire autrement. T'as quoi comme référence, comme inspiration? Et je garde toujours Parole en tête, vous inquiétez pas. Parole. Alors je dirais que une des grandes références vraiment dans le cadre du métier, c'est Gérard Noiriel, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu dans ma formation, que j'ai beaucoup lu comme historien, comme enseignant, et c'est quelqu'un qui à un moment s'est rendu compte qu'il se heurtait un peu à un mur. Bon, Gérard Noiriel, il a travaillé sur le champ de l'immigration, et en fait c'est vraiment l'un des premiers historiens en France qui a dit on va faire l'histoire de l'immigration. Ça n'existait pas. Et notamment à Longwy en particulier. Voilà, il a contribué à créer le champ. Et il a fait aussi pour des raisons politiques, parce que il voyait la montée de l'extrême droite, et il voulait dire que la France a une longue histoire avec l'immigration, c'est pas un problème récent, c'est ni un problème ni récent, et que en fait on peut en faire l'histoire. Et puis dans des années plus récentes, il s'est rendu compte que ça passait pas et que le FN à l'époque, RN aujourd'hui, montait de manière inexorable. Et donc il s'est remis en question sur sa pratique en disant mais faire des livres c'est très bien, mais au fond quelle est mon utilité sociale si je fais que des livres et si je fais que des séminaires à l'EHESS, à qui ça parle? Et donc il a cherché d'autres manières d'intervention, notamment par le théâtre. Et donc c'est devenu un homme de théâtre. Il a monté un spectacle, Chocolat, qui est devenu un livre et un film qui était sur le clown Chocolat. Absolument, qui est un clown d'origine cubaine, qui était une grande star dans le Paris de la Belle Époque, et Raphaël Padilla, si je me trompe pas. Et du coup, c'est quelqu'un qui a transformé sa pratique historienne en pratique artistique. Alors moi, c'est très loin de ce que je fais, parce que je suis pas artiste, mais il a trouvé une autre forme pour faire de l'histoire. Et du coup, c'est la grande inspiration, je dirais, professionnelle. Après, ça marche. Je donne juste une autre inspiration, parce qu'au fond, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que moi, j'écoute beaucoup de podcasts, notamment des podcasts de basket, et que j'aime bien écouter des gens parler de sujets qui m'intéressent, et que je trouve que c'est une forme qui se prête bien à la vie moderne, au trajet en métro, écouter un podcast en marchant dans les rues de Paris, ça marche bien. Alors comme nom, moi j'avais relevé aussi Mathilde Larère, Patrick Boucheron, voilà, dans des styles très différents en termes de propositions. Oh, des inconnus. Mais du coup, j'ai retenu ces noms-là, Larère, Boucheron et Chocolat. Je propose qu'on passe tout de suite à Parole. On n'aura pas Alain Delon, malheureusement, qui... Non, on l'aura pas. Non, on l'aura pas, voilà. Enfin, si tu veux chanter Alain Delon. Absolument pas. C'est parti, on écoute Parole. Et je vous propose une interprétation de Parole d'Histoire. Alors, un petit peu de temps d'attente. Je vais mettre un poil moins fort la musique. Il le fait en direct. Hein. Bah oui, évidemment. Larère, Boucheron et Chocolat. Merci car pour moi c'est des bonnes idées pour les internautes qui aiment le son et le passé des autres. Moi, les mots fins, entourés des meilleurs, se posent sur mon oreille, mais aussi sur mon cœur. Parfois, je ne te comprends pas. Paroles et d'histoire. Paroles et d'histoire. Pardon, je vais trop vite. Que dis-tu? Que fais-tu? Je te jure. Bon, voilà. Et donc paroles et encore des paroles que tu sèmes autant. Parce que voilà, c'est pas le vent, ça va être le temps cette fois-ci. Magnifique. Waouh. Merci, bravo. Merci. Là, c'est une performance en direct comme j'en ai rarement vu. Bon, c'était ma première proposition sur Parole. Et Fanny Cohen-Moreau, oui, on va passer à toi, désolé. La séquence est un peu longue, mais voilà, moi j'aime bien chanter, j'aime bien faire des bêtises comme ça. Je suis très fan de karaoké, donc je comprends totalement. Et voilà. Passion. Oui. Passion, chanson de passion. La Passionata, on s'est dit, ça se pète pas mal. Et non, j'ai cru que ça allait être fruit de la passion. Ça sera fruit de la passion par Francky Vincent, interprété en 1991 par ce chanteur de zouk français, réputé pour ses textes grivois. Là, j'ai cherché un petit peu plus simple quand même. Qu'est-ce que c'est passion médiéviste, passion moderniste, passion antiquité, passion les superjoutes royales. Enfin voilà, t'as plein de formats. C'est beaucoup de choses, effectivement. Alors il y a plusieurs sous-titres possibles. Le plus que j'ai dit, en fait, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des S à la fin des noms de mes podcasts, c'est que j'ai la passion pour les médiévistes.
j'aime les médiévistes, j'en fus une. Et oui, tu vois, tu l'avais pas. Mais c'est aussi la passion des médiévistes pour l'histoire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un S. Et c'est vraiment en fait l'idée de... Alors moi j'ai fait un master d'histoire médiévale, mais je l'ai jamais fini parce que j'ai trouvé du travail. Et mon professeur m'a dit allez-y, vous avez ma bénédiction. Je préfère ceux qui travaillent que ceux qui meurent de faim. Allez-y. Et il était très gentil. Laurent Feller, que je pense toujours très fort à lui. Et donc je me suis dit voilà, en fait le travail des jeunes étudiants en master ou en thèse, alors surtout en master à l'époque, n'est pas très valorisé. C'est-à-dire en fait on fait des mémoires, on fait des masters et puis pouf, en fait après ça disparaît. Alors depuis, parce que c'était il y a quasiment 10 ans maintenant, il y a des plateformes où on peut mettre en ligne tout ce qui est les mémoires et tout, donc c'est super parce que je me disais mais ça se trouve il y a plusieurs personnes qui ont fait le même sujet. Oui. Mais quel intérêt en fait du coup ça voilà de juste refaire la même chose. On peut pas tout savoir, tout ce qui se fait tout le temps par tout le monde, c'est ça. Voilà, et mais donc, proposer une interface un peu de rencontre de gens. C'est ça. Et je me dis voilà, j'ai envie de montrer qui sont les gens qui aujourd'hui à l'université étudient l'histoire, quels sont les sujets qui sont étudiés aujourd'hui à l'université, qu'est-ce que c'est de faire des recherches et avec vraiment l'idée aussi de vulgariser le Moyen-Âge qui est la période historique peut-être avec la Révolution française qui a le plus de clichés négatifs. Donc là donc vraiment c'est un peu dépoussiéré aussi cette période quoi. Oui voilà. En fait dépoussiéré, je sais qu'il y a Ouest France qui a titré un article sur moi comme ça il y a pas longtemps. Alors dépoussiéré, il avait pas besoin de moi pour être dépoussiéré. Moi, c'était juste faire entendre des jeunes voix. Alors je n'ai rien contre les voix plus âgées, on est bien d'accord. Mais je me disais bon voilà, j'ai envie de faire valoriser toutes ces personnes-là. Alors moi, j'ai lancé mon podcast, c'était mon hobby, comme il y en a qui font de la poterie quoi. Et bon, depuis c'est devenu mon travail. Donc voilà, c'était. J'ai juste pensé dépoussiérer, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. La fameuse citation de Valérie Pécresse, bravo, présidente de la région Île-de-France. Tu nous fais perdre des points en termes de déconstruction. Super. Non mais vraiment, j'ai eu Valérie Pécresse je vais y aller, visuellement. Je vais vous laisser. Et donc, pardon, on salue les grandes personnes qui permettent de rendre ce podcast possible, puisque j'ai pris le métro pour venir, quoi. Donc, allez, par la région. Voilà. Fruit de la passion, Francky Vincent. C'est parti. On est parti. On a le son. Ok, vas-y. Ouais, c'est parti. On y va. Fanny, tu nous donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché médiéval, je suis plutôt super joute royale. Aujourd'hui, tu vas publier tous les podcasts qui vont assurer. Il n'y a pas que le Moyen-Âge dans la vie, il y a l'Antiquité et le moderne aussi. Vas-y Fanny, c'est bien. Vas-y Fanny, c'est bien, bien, bien. Vas-y Fanny, c'est bien. Vas-y Fanny, c'est bien, bien, bien. Vas-y Fanny, c'est bien, etc., etc. Voilà, vous avez compris. Francky Vincent, fruit de la passion. Faut l'oser et j'étais pas prête pour ça, mais je suis contente d'être venue. Je suis content d'être venu à ce happening. C'est trop bien. On commence l'émission comme ça, quoi. Faut savoir qu'on n'est pas au courant de ce que chacun produit. Non mais là, ta tête était incroyable. Vraiment. Pas du tout radiophonique. Ah non, mais vraiment, j'ai senti que tu remettais en choix toutes tes questions de vie. En question, toutes tes questions de vie, on a compris, voilà. Mais c'est pour ça que tu m'as invité. C'est pour. Voilà, c'était pas pour ça. C'était pas pour ça. Bon, d'accord. Ça marche. Voilà, du coup, c'était pour vous permettre de vous présenter en chanson. Donc, merci, parole et fruit de la passion. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Vous êtes toujours à l'écoute de Quoi de neuf, docteur, avec Fanny Cohen-Moreau de Passion médiéviste et André Loès du podcast Parole d'Histoire. C'est l'heure du jeu des fun facts. Et je vous rassure tout de suite, c'est normal que vous n'ayez pas la réponse. Si vous l'avez, gardez-la pour vous. Je vous propose de discuter entre chaque fun fact pour en savoir un peu plus sur vous, etc. L'idée, normalement, c'est qu'il y ait un lien entre le fun fact et la question qui suit. Oh, wow. Souvent, c'est pas le cas. Voilà. Première question. Quel achat a réalisé le premier ministre tchèque Andrej Babiš? Est-ce que ça se mange? Non. C'est ce genre de question qu'il faut. Voilà, moi je suis très joueuse pour ça, y a pas de souci. Est-ce que c'était un cadeau pour ses proches? Non, c'est en lien avec la diplomatie. Est-ce que c'est un objet? C'est un objet. Et c'est en lien avec toujours l'histoire, la géographie ou les sciences sociales. Oui. Un cadeau pour aller voir Trump et obtenir un avantage commercial. C'est en lien avec Trump, en effet. Mais ce n'est pas un cadeau. Est-ce que c'est un livre? Ce n'est pas un livre. Mais est-ce que ça tient dans la main? Alors, non. Tu as une très grande main. Ça dépend de la taille de la main. Il a acheté des F-16 aux États-Unis et comme ça, il a réussi à ne pas l'énerver. C'est pas du tout fun, du coup. C'est une hyper fact. Mais qui tiennent dans la main, non. Je donne ma langue au chat. Moi aussi. Vous donnez votre langue au Est-ce chat? que c'est un vêtement? Ce n'est pas un vêtement. C'est en lien avec le Groenland, si je peux vous aider. Est-ce qu'il a acheté des terres? Non, pas du tout, c'est un objet. Vraiment, c'est un thermomètre. Ce n'est pas un thermomètre.
C'était pour montrer en fait que le Groenland n'est pas si grand que ça. Ah, une carte avec la projection, on pas de pas Mercator, loin de et un la globe terrestre. Un globe. En effet, il a acheté un globe terrestre pour 600 € pour savoir où se trouvait le Groenland. Je pense qu'on trouve moins cher quand même. On va pas sponsoriser, on va pas donner de nom de magasin, mais bon, on trouvera facilement à un prix plus modique des globes. Il a dit, j'ai acheté ce globe pour 15 000 couronnes, donc environ 617 €, un beau grand globe pour savoir où se trouve exactement le Groenland. Et du coup, ce qu'il a rajouté, c'est sur ce globe, on peut voir la taille réelle du Groenland par rapport aux États-Unis et à l'Europe. Et là, à proximité, se trouve la Russie. Et s'il y avait un conflit, Dieu nous en préserve, la fusée n'aurait pas volé longtemps. Bah super. Ouais, c'est 2 millions de kilomètres carrés à peu près le Groenland, c'est 3 fois la France. Enfin, t'as pas le chiffre, t'as pas pris un globe, t'as pas acheté un globe pour 9 docteurs. Donc voilà, c'était un fun fact. Non, et la question qui suit n'a pas de rapport avec. Pierre vous a présenté rapidement en musique. Nous, la première question qu'on pose souvent à nos intervenants, c'est qui êtes-vous? Et pour vous, c'est comment vous êtes tombé aussi dans le podcast, parce que vous avez des parcours à la base. Pareil, puisque vous avez suivi tous les deux d'histoire, mais avec des orientations qui ont changé. On a vite dévié quand même. Enfin, je pense qu'on a. Et comment vous êtes retrouvés à avoir un podcast? On l'a dit un petit peu déjà. Moi, c'est l'idée que j'ai un peu une carrière de chercheur, une thèse sur la Première Guerre mondiale, des bouquins. Un peu, t'as juste fait une thèse. Enfin, je veux dire. Ouais, mais c'est pas. Mais j'ai un peu dans le sens où c'est pas un truc que j'ai eu envie de faire toute ma vie, clairement. Et même au moment où je faisais la thèse, j'étais quand même en mode j'ai hâte que ça se finisse pour pouvoir valider ça et accéder ensuite au but que je m'étais fixé. Moi, j'ai surtout fait une thèse parce que tout le monde m'a fait comprendre que sans thèse, professionnellement, ce serait très barré, ce que je voulais faire, etc. Donc il fallait la faire. Mais la passion du chercheur solitaire, clairement, c'est pas moi. La passion. Je préfère discuter avec les gens, lire des bouquins et en parler que produire du savoir sur le mode un peu monacal qu'on peut avoir parfois, qu'on imagine parfois pour les chercheurs. Heureusement, c'est pas toujours comme ça. Et du coup, c'est plutôt passer à autre chose, un autre mode de travail de l'histoire qui est que celui de la pure recherche ou du pur enseignement. Mais l'enseignement a un rapport quand même, parce que en voyant mes étudiantes actuelles, on voit bien que la lecture est quelque chose qui est de plus en plus loin, de plus en plus problématique. Est-ce qu'on le rappelle, t'es enseignant en classe préparatoire? Ouais, en fait, j'ai fait longtemps du lycée et maintenant j'enseigne en Hippocagne et en Cagne et j'ai des charges de cours parfois ici ou là. Et en fait, c'est vrai que c'est des générations qui globalement lisent moins, qui lisent moins des gros livres, qui ont du mal à rentrer parfois dans ces lectures exigeantes qui sont celles, une thèse d'histoire, c'est pas un truc que tu peux lire si facilement. Et donc, j'avais envie de faire un peu l'intermédiaire pour donner envie de lire, mais donner envie de lire aussi sur un mode accessible ou dire, derrière, cette lecture, elle est accessible et pour la rendre accessible, on peut donner des clés, on peut inviter les gens, on peut donner envie d'aller voir leurs bouquins. Donc voilà, c'est aussi, il y a une dimension pédagogique là-dedans. Peut-être plus que la vulgarisation, c'est la pédagogie qui m'a amené. Et c'était sur quoi ta thèse sur la Première Guerre mondiale? Parce que c'est Alors, c'était sur les mutins et je suis assez content du titre parce que comme j'ai repris une expression de l'époque, enfin plutôt une citation de l'époque, je suis une des rares personnes qui a mis un gros mot dans sa thèse puisque ça s'appelle Si cette putain de guerre pouvait finir, ce qu'un mutin de l'époque en 1917 avait écrit sur un wagon de chemin de fer en quittant le front, et donc sur les mutins de 1917. Ok, ça marche. Et toi Fanny, alors comment tu t'es retrouvée? Parce que t'as dit que t'as quitté ton master un peu plus tôt. Mais parce que aussi j'ai fait une Hippocagne effectivement aussi avant, mais j'avais fait aussi des études de journalisme et c'est pour ça en fait quand j'ai eu l'idée de mon podcast, ça rejoignait un petit peu ma formation d'histoire et ma formation de journaliste parce que j'ai fait une spécialité radio, j'ai travaillé à France Inter, j'ai travaillé à RCF, à Europe 1 et tout ça, donc j'avais un petit peu tous les éléments, je savais comment préparer une émission de radio, sauf que j'étais pas au micro, moi j'étais les petites mains qui font les émissions, qui trouvent les invités, qui calent les sujets, qui faut gérer le taxi pour l'invité quand il arrive et tout ça, parce que même j'ai rencontré André là comme ça à France Inter, on s'était croisés effectivement. Et donc quand j'ai eu l'idée de mon podcast, j'avais déjà toutes ces compétences et donc ça s'est rejoint et vraiment ça a été la fusion quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast là. C'était vraiment, alors l'idée c'était on parlait de Twitter, encore c'était un site encore fréquentable, c'était bien à l'époque et comme j'avais déjà un peu l'intérêt pour le Moyen-Âge, je suivais des gens qui parlaient de Moyen-Âge sur Twitter et il y avait un chercheur qui s'appelle toujours Thomas Réal et qui disait mais c'est trop dur d'être un médiéviste, il faudrait faire une émission Vie ma vie de médiéviste. Et vraiment, j'ai vu ce post et ça fait une épiphanie dans ma tête. Oui, je m'appelle Fanny Epiphanie, bref, voilà. Mais vraiment, je peux pas décrire ça autrement. C'est vraiment l'ampoule au-dessus de la tête et tout ça. Je me dis, mais oui, voilà ce que je vais faire. Et c'était en février 2017, en avril, je lançais mon podcast.
C'est-à-dire vraiment ça a été très rapide en fait parce que comme je sortais de master, j'ai très vite dit OK, je vois très bien qui je veux dans mon podcast. Donc c'était l'idée de faire avoir des jeunes chercheurs qui parlent d'histoire, qui parlent de Moyen Âge et vraiment me dire OK d'avoir des sujets alors originaux parce qu'en fait c'est juste les sujets d'université. Donc quels sont les sujets Donc la première Justine Audebrand qui d'ailleurs est en train de sortir son livre chez Perrin et je suis très contente. Voilà, c'est parce que quand elle a grâce à toi. Non, pas du tout. Elle est vraiment brillante. Et j'ai eu peut-être du nez de la choisir elle comme première invitée, mais depuis elle a vraiment un parcours académique et une carrière superbe. Enfin, je suis très très contente pour elle. Et donc je pense qu'elle s'attendait pas à ce que quasiment 10 ans plus tard, ce premier épisode fasse 35 000 écoutes, ce qui par rapport à YouTube est pas grand chose, mais moi je suis très 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 contente de ce, surtout sur la reine Gerberge en fait. Faut dire la reine Gerberge, tu peux dire mais reine Gerberge, mais c'est pas très sexy comme sujet. Et épisode 2 c'était les dragons, voilà, oui, peut-être un peu plus sexy. Ouais. Mais donc voilà, c'est vraiment et vraiment à chaque fois je pense mes épisodes un petit peu comme ça et je continue parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à faire écouter. Et pour rebondir sur ce qu'a dit André, mais la question s'adresse à vous deux, tu disais le podcast s'adapte aujourd'hui à notre pratique dans le métro, etc. pour parler de basket. Tu dis en même temps que les jeunes lisent moins. Est-ce que du coup tes étudiants vont aller écouter des podcasts? Alors le tien potentiellement, peut-être celui de Fanny, peut-être d'autres de Philippe Collin ou autre. J'espère, ils me le disent pas trop. Il y en a qui font de la lèche ou pas, ça va? De temps en temps, ouais, je pense que ça peut être intéressé ce côté dans votre émission, mais en fait pas tellement parce que même le podcast en fait c'est une pratique culturelle assez exigeante au fond quand on fait ce type de podcast là. Ouais. Donc il y a plein de gens qui écoutent et ils ont bien le droit à des choses beaucoup plus prosaïques et easy listening, etc. Et de fait la comparaison avec YouTube est intéressante parce que c'est vrai que moi je suis toujours sidéré quand je tombe sur des chaînes d'histoire sur YouTube qui sont pas toujours bien faites. Il y en a qui sont très bonnes, il y a des trucs ni fait ni à faire, 150 000 vues, 300 000 vues, on se dit bon, un truc plein d'IA dégueulasse. Voilà, et nous on bosse, on prépare, on a des super invités hyper pointus et puis bonne émission, 12 000 écoutes. On se dit mais au fond, c'est comme ça. On sait que l'économie de l'attention fonctionne comme ça, que c'est pas toujours c'est même rarement les choses les plus pointues ou les plus exigeantes ou qui vont aller tirer les gens vers la reine Gerberge ou vers la pêche à Venise au XVIIe siècle. J'ai fait une super émission avec une collègue, Solène Révoil, qui a fait une thèse magnifique sur la pêche et le poisson à Venise. Mais c'est vrai que, évidemment, ça va moins attirer que la millième vidéo sur les Vikings et sur les méchants Vikings, etc. Ça peut marcher, mais tendanciellement, ça marchera moins, mais c'est pas pour ça qu'on le fait pas. La différence, par contre, c'est que les gens qui écoutent des podcasts, et c'est peut-être le cas des gens qui nous écoutent, c'est que les gens qui écoutent des podcasts sont beaucoup plus investis. C'est-à-dire que comme c'est à la fois la force et la faiblesse du podcast, c'est qu'on ne dépend pas d'un algorithme, et donc quand les gens vont écouter un podcast, c'est qu'ils l'ont trouvé sur une plateforme, c'est qu'ils l'ont trouvé sur une application d'écoute, et donc ils écoutent de leur plein gré. C'est pas juste ils ont vu passer une vidéo, et ils s'abonnent, et ça crée des communautés, et du coup ça crée des formes d'interaction qui sont au fond assez riches. Est-ce que vous avez tous les deux des communautés d'auditeurs? Oui, et je sais que, alors pour avoir fait pas mal de sondages et tout, je sais qu'on a beaucoup en commun, parce que quand je demande quel est le podcast que les gens écoutent le plus, à part Passion Médiéviste, clairement le tien est dans les tops, hein. Vraiment, il y a toi et Nota Bene, donc je me dis ok, on a un peu les mêmes, ce qui est logique en fait. Il y a des vrais recouvrements. Alors après, c'est des communautés, il faut pas non plus exagérer, hein. Ils ont pas, on peut pas se faire un signe de main ou un signe de reconnaissance dans la rue. Alors moi, j'ai ça avec Passion Médiéviste, hein. Moi, j'ai ça parce qu'en plus, alors je suis très goodies. T'as déjà entendu parler du film La Vague? Oui, et ben alors non, c'est pas La Vague, mais j'ai des petits badges en fait. Donc je sais que quand j'ai fait un événement pour les 6 ans, un événement pour les 7 ans, et à chaque fois je faisais un badge spécial pour l'événement. Et donc vraiment, il m'est déjà arrivé dans le métro de voir quelqu'un avec le badge. Et j'ai des stickers, et les gens peuvent acheter des tote bags et tout ça. Donc il y a déjà ce petit signe de reconnaissance. Et je fais pas mal d'événements publics. En fait, moi je fais quasiment une dizaine d'enregistrements publics par an. Donc il y a un petit côté de quand je voyais un petit détail ou quoi, ou quand. Alors avec Passion Médiéviste, on en parlait un peu avant de commencer. J'ai fait un épisode sur l'escargot au Moyen Âge, qui est devenu un des plus écoutés, qui est un des voilà, c'est un peu la mascotte, l'escargot au Moyen-Âge. Donc des fois quand il y a un petit détail comme une broche escargot, et je te jure, j'ai des gens qui viennent comme ça des enregistrements, je dis OK, là je sais qui ils sont, et après voilà le côté l'événement public. Mais je pense que il y a cette communauté de gens qui sont intéressés. Alors parce que je sais pas pour toi, mais en tout cas quand j'ai fait un sondage, j'ai eu plus de 1500 réponses, je crois même plus, j'ai oublié. Mais quand je demande aux gens s'ils ont fait des études d'histoire, là j'ai un tiers de oui environ. S'ils ont un métier lié à l'histoire, là j'ai moins de 25%. Donc ça veut dire, et ça je trouve c'est important de le dire, je pense que c'est pour le cas toi aussi, c'est que c'est pas que des étudiants d'histoire qui écoutent notre podcast, c'est vraiment juste les gens qui sont intéressés par l'histoire en général. Quoi de neuf, docteur?
l'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Je propose qu'on continue. Vous êtes toujours sur Code 9 Docteur avec Pierre Suer pour m'assister, nos deux invités Fanny Cohen-Moreau et André Loez. Et je vous propose une première musique. Que serait notre podcast sans musique, sans jeu musical? Et comme à notre habitude, nous avons demandé à nos invités de faire un choix, une chanson qui représente le mieux leur recherche ou l'histoire plus globalement. Ne vous trompez pas, nous avons créé cette rubrique seulement pour me permettre d'annoncer des musiques. Et pour commencer, c'est André Loez qui nous propose My Favorite Mutiny. J'y arriverai pas. Oui. De The Coup. Il nous expliquera son choix par la suite. Check it out, move. If you got the nerve, lash out for your just desserts. It's not just the words. Some of y'all heads up in the cloud. I'ma bring y'all back to earth. It's black back to burn. Bullshit y'all talking about. Out your mouth, I'm not concerned. Cause y'all got to learn. It's y'all turned like Detroit Red when his head had an ultra perm. The long walk to burn your bare heels, so throw on your boots. The game camouflage like army suits. But I can see it more clear cause I came with the coupe in here. Ring the alarm and form the troops. Send them out into the world, go to war on the fluke. Eye to eye with the enemy you sworn to shoot. Now I'm coming at your neck, sick of hearing something wrong with me. Motherfucker, something wrong with you. When the cheap just way too smart to question. The enemy, the brothers of a dark complexion. The governments of the world is shark infested. They heavy on weaponry like Charlton Heston, man. Look, it gets low, man. Real low. Now I'm talking about. Yeah, that. Yeah. I ain't rocking with you. So what you gon' do? It's my favorite mutiny. Yeah, cause I'm right on with you. Your logic does not compute. Come on, it's my favorite mutiny. Death to the pigs is my basic statement. I spit street stories till I taste the pavement. Trying to stay out the pen where we face enslavement. Had a foolproof hustle till they traced the payments. I was gripping my palm around some shitty rum. Trying to find Psalm number 151. To forget what I'm owed as I clutch the Komodo red. Put down the bottle and come get the gun. Let's get off the chain like Kunta Kinte with a Mac 10. That one was gone like $1 in a crack den. Steadily subtracting seeds and stems. Mind clouded through the weeds and phlegm. Numbing my brain off of that and the Jesus hymns. If we waiting for the time to fight these as thems, telling us to relax while they ease it in. We getting greased again. The truth I write is so cold that it frees my pen. My boots Riley, it's a pleasure to meet you. Never let they punk ass ever defeat you. They got us on the corner wearing pleather and see-through. All y'all's gold mines, they wanna deplete you. I ain't just finna rap on the track, I'm finna clap on the back. And it's been stacking to that 500 years before Iceberg ever leaned back in the lack. Before they told Rosa Black in the back. Before the CIA told Ricky Ross to put crack in the sack. And Gil Scott traded rapping for smack. This beat alone should get platinum plaques. I'd rather see 1 million of us ecstatic to scrap. Cause if we bapping them back, we automatically stack. Check it out. I ain't rocking with you. So what you gon' do? It's my favorite mutiny. I ain't rocking with you. Your logic does not compute. My favorite view. Yeah, Mr. Cal like Truancy, rebooting me, activating the community. Up in the bay like Huey P. They sucker free, it remind me of the BK. There's love for me, but the beast got it twisted. I'll untangle it. The black mind intertwine like the ropes they used to hang us with. This my favorite shit. I came in the game with a new way to spit. They got your question there, who you banging with? Take it back to Imhotep. Go a step deeper like a poor righteous teacher with holy intellect. Killer flow for all my real niggas left and inform the family of the jigaboo that there's been a death. Once again, you can feel hip-hop underground, still about my guap. Gangster like fuck the cops, Talib Kweli, revolutionary MC, and that ain't about to stop. I ain't rocking with you, so what you gon' do? It's my favorite mutiny. I ain't rocking with you, your logic does not compute. My favorite mutiny. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Bien, merci André pour ce choix.
Peux-tu nous expliquer un petit peu Alors c'est vraiment pas très compliqué, j'ai fait une thèse sur les mutineries, cette chanson s'appelle My Favorite Mutiny, donc elle met en scène l'idée de mutinerie et les paroles jouent là-dessus et jouent sur l'idée un peu de rébellion, de défi à l'autorité. Et d'abord j'adore le beat, j'adore le flow, j'adore en particulier le deuxième couplet, c'est Boots Riley, le chanteur de Coupe qui chante ça. Et après il y a des paroles qui sont sympas aussi parce qu'il y a quand même des petits morceaux d'histoire, notamment à un moment où il explique une sorte de monologue sur l'histoire des États-Unis. Il dit before they told Rosa Black in the back. Voilà. Et Black in the back, c'est Rosa Parks, les noirs avant l'arrière du bus. Et donc il revisite aussi l'histoire de son pays. Donc c'est une chanson qui me plaît d'abord en tant que musique, ensuite qui me plaît parce que ça parle de mutinerie. Et si je l'avais connu à l'époque où j'ai fait ma thèse, je pense que j'aurais beaucoup écouté, voire imposé à ma soutenance. Et puis c'est une chanson aussi qui est une forme d'écriture de l'histoire, évidemment totalement non académique et personnelle, mais qui m'intéresse. Bien, merci beaucoup. On reviendra en deuxième partie avec ton choix, Fanny. Ça va être différent. Hein. Ça va être une ambiance un petit peu différente. Je vous propose qu'on arrive sur le deuxième fun fact. Aussi surprenant que ça puisse l'être, Louise Renée de Panécoët de Kéroual. Oui. Ça vous dit quelque chose? Non, mais ça a l'air breton. Elle était française. Oui, c'est l'un n'empêche pas l'autre, ceci. Non, mais je peux dire d'où elle est née. Elle est née au manoir de, près de Brest. Ah bah voilà. C'est breton. Bien joué. Bravo. Et du coup, qui était la maîtresse du roi d'Angleterre Charles II pendant une quinzaine d'années, mais aussi l'agent secrète du roi de France Louis XIV et l'ancêtre de 2 personnalités britanniques de notre époque. C'est quoi la... Oh, ah oui, d'accord, c'est ça la question. Et donc il faut deviner ce qu'elle a acheté, c'est ça? Non, faut deviner qui sont ses descendants. Est-ce que ce sont des gens qui font de la politique? Pas du tout. Est-ce que ce sont des artistes? Pas du tout. Britannique, hein. Oui. Du monde de la télé? Sachant que si vous en trouvez un, le deuxième est relié. C'est-à-dire c'est un peu des opposants. Est-ce qu'ils sont de la même famille? Oui, du coup, oui. Non. Non, différents. Non, ils sont pas de la même famille. Ouais. De la musique? Alors en fait aujourd'hui on pourrait dire qu'ils sont de la même famille mais c'est plus compliqué. C'est très compliqué. Bon, est-ce que c'est des membres des Monty Python? Non. Est-ce qu'ils sont encore vivants? Une des deux. Donc c'est 2 femmes. C'est 2 femmes. Et une a tué l'autre. Ah non. Et là c'est le drame. C'est la reine d'Angleterre. Donc ni politique, ni artiste, ni sportive. Ouais. Qu'est-ce qu'elles peuvent encore faire? C'est des personnalités connues dans le monde entier. Connues dans le monde entier. In the world. Wow. Des chanteuses? Non. Ça sont pas artistes. C'est pour ça vraiment. Moi c'est mes trois questions quand on doit deviner des gens qui. Britanniques. Hein. Donc le monde britannique élargi, on n'est pas... Angleterre, on est vraiment... Angleterre. Peut-être qu'elles sont historiennes, c'est peut-être Mary Beard, la grande historienne de l'histoire romaine. Que tout le monde connaît. Que tout le monde devrait connaître, parce que c'est une grande vulgarisatrice. Ça devait être notre modèle de vulgarisatrice. Moi j'ai 2 grands modèles, Mary Beard et Alessandro Barbero. Les podcasts de Barbero, plaisir immense à écouter en italien pour quelqu'un qui parle d'histoire à la radio. Mais bon, on s'éloigne de la question. Qui comprend l'italien. Ouais, mais on apprend comme ça, c'est bien aussi. C'est pas si loin non plus. Donc c'est pas des historiennes? Non, pardon, c'était pas des historiennes. Ce sont des industriels. Elles possèdent une fabrique. On n'est pas dans le monde. Elles font de la télé-réalité? Non. C'était une bonne. Non, c'est des figures anglaises. Très anglaises, quoi. Enfin, vraiment. On fait difficilement plus anglaise. Ouais, c'est ça. Des figures du sport hippique britannique. Donne-nous un indice, parce que là, on galère un petit peu quand même. Hein, Alors, Est-ce qu'elles sont connues pour leur prénom seulement ou aussi leur nom de famille? Les 2 sont liés. Mais il y en a une des 2 qui... Comme souvent d'ailleurs. On est de plus en plus interloqués. Non mais si je vous donne un renseignement, vous allez tout de suite trouver. Il y en a une des 2 qui est morte à Paris. Donc, Lady Diana. Ah oui, alors moi je mets ça dans les politiques. Parce que oui, famille royale pour moi c'est politique. Parce que moi du coup, donc on est la famille royale. Donc Lady Diana est une bonne réponse. La première étant Lady Diana. Et donc la deuxième étant la nouvelle femme du roi, c'est ça? Tout à fait, Camilla Parker Bowles. Elle c'était cousine éloignée. Elle était cousine éloignée. Et sache que pour moi là c'est politique en fait, tout ce qui est famille royale. On va pas politiser la monarchie anglaise. Oui, voyons, ils touchent très peu d'argent. Pour moi, c'est plus proche de la télé-réalité que du politique. C'est vrai. Ah oui, donc tu m'as vraiment pas du tout aidé en fait. Quand on est républicain, on pense ça, mais les Britanniques tout à fait provocateur. Ne le penseraient pas. Tout à fait. Du coup, cette dame-là a dans ses descendants Diana Spencer, Camilla Parker Bowles, on a aussi Sarah Ferguson.
et Jane Birkin. Oh, waouh. C'est quand même une belle descendance. Mais alors, il paraît qu'il y a des généticiens qui ont dit que, en gros, si on remonte très loin, les lois des probabilités et la génétique font qu'on est tous apparentés à Charlemagne, plus ou moins. Oui. C'est-à-dire que, au fond, plus on remonte dans le temps, plus c'est logique de trouver des gens très très variés, avec du patrimoine commun. C'est Christopher Lee notamment qui est supposé qui faisait des albums de métal, qui fait un album de métal sur Charlemagne. Et oui, c'est incroyable sur les saxons. Vraiment, c'est très, faut écouter. Mais du coup, je trouvais ça marrant le point commun. Tout à fait. Voilà. C'était plus pour ça. C'était un petit fun fact. Et Charles II d'Angleterre, c'est à quelle époque? C'est 17e? Bah si c'est 14e siècle. C'est pas lui qui a été décapité? Bah s'il a dit que c'était à la période de Louis XIV. Ouais, c'est lui qui est dans 20 ans après. C'est le roi à qui on coupe la tête et que D'Artagnan essaie de sauver, je crois. D'accord. Alors j'ai lu les 3 mousquetaires, mais pas 20 ans après. 20 ans après, c'est beaucoup mieux. Ah ouais? Bah oui, parce que c'est les mousquetaires marqués par l'âge, marqués par les Donc déceptions. Tu es un fan de Dumas aussi? Ah, mais Dumas, idole absolue. Tu fais partie des Dumariol ou pas? C'est quoi les Dumariol? Alors j'ai découvert les Dumariol. C'est donc un collectif de fans de Dumas, mais tout en ayant tout à fait conscience des choses qui vont pas avec Dumas. Et ils sont des gens incroyables, ils ont déjà fait des expos, ils font des tribunes et tout ça, les Dumariol. Vraiment, si vous vous intéressez à Dumas, allez voir ce qu'ils font. Super, je vais regarder. Mais ils sont géniaux, je les adore. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps aussi, mais vraiment je les adore. Et du coup, il est né en 1630 et il est mort en 1685. D'accord. Voilà. Merci. Eh bien, merci. Je vous propose qu'on passe à notre sujet de discussion. Je crois que j'ai dit une grosse bêtise. Ça va être Charles Ier à qui on a coupé la tête. Moi, comme historien. Mais je suis pas moderniste, donc je décline toute responsabilité. 2, c'est celui d'après, quoi. Enfin, c'est la mauvaise suite. Pardon, question d'après. La question, on se posait une question avec Pierre. Mais avant ça, il y a une petite introduction. Pierre et moi, on a 2 manières d'animer un podcast de manière très différente. Ça dépend de l'âge de Pierre, c'est ça? On a vu en chanson et en parole. C'est vrai que c'est 2 modes assez radicalement différents. En fait, moi, je m'occupe de base souvent du podcast de l'année et Pierre, il s'occupe du podcast de l'été qui est beaucoup plus sérieux. Parce que nous avons 2 modèles. Et Pierre révise chaque sujet en amont de l'enregistrement pour être le plus à l'aise possible. Moi, je prends davantage une posture que je pourrais dire entre guillemets de gros naïf. En me questionnant sur les questions que Monsieur Tout-le-Monde pourrait poser aux invités. Ce qui est bien. Et du coup, ma question est, est-ce qu'on doit connaître tous les sujets pour faire toutes les émissions? Non. Vous avez 3 heures. Moi, je peux dire, la réponse, elle est simple, c'est non. Et du coup, c'était assez intéressant parce que j'ai écouté vos podcasts à chacun pour préparer l'émission. Toi, c'était un podcast sur une historienne américaine, de l'histoire américaine, une histoire plutôt immédiate puisqu'elle parlait de Donald Trump. C'est Sylvie Laurent. Non. Oui, d'accord. Alors typiquement, c'est pas du tout dans mes émissions classiques, c'est vraiment un commentaire d'actualité à chaud. Et du coup, t'avais lu ses travaux et t'étais beaucoup plus très très direct. Là où Fanny, toi, celui que j'avais écouté, c'était Passion moderniste sur la cour britannique. Thomas More, ça m'est revenu. Et tu disais, j'ai pas lu le livre, et t'étais un peu plus dans une posture de gros naïf. Enfin, oui, de grande naïf, c'est ça. Non, en fait, moi, et du coup, ma question est, est-ce que sachant que vous faites beaucoup d'émissions, est-ce que vous lisez tout ce que font vos invités ou est-ce que des fois vous... Tout ce que font nos invités, non, faut quand même pas exagérer. On invite des gens... Alors Fanny, le problème se pose parce que s'ils sont très jeunes, ils ont moins publié. Donc c'est ça, moi, de toute façon, ce sera un des masters ou des thèses à lire. Moi, je ne lis pas, en fait, parce que... comme toi, effectivement, comme tu viens de dire, Pierre, je me mets à la place des gens qui ne connaissent pas. Ouais. Et donc, je me dis, si je lis trop, et j'ai ce défaut maintenant avec Passion médiéviste, parce que je commence un petit peu à connaître. Alors, moi aussi, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Donc, de toute façon, je sais que ça, que je lise trop, je vais pas tout retenir. Je commence quand même à savoir des choses sur le Moyen-Âge. Et donc, des fois, en fait, quand j'enregistre, au montage après, je me dis, mais en fait, là, j'ai commencé à partir dans une discussion qui est trop pointue pour ce que je veux, et donc des fois j'enlève certaines questions en me disant mais là en fait non, j'ai une passion pour l'écrit au Moyen-Âge. Moi c'est une de mes petites passions et vraiment mon petit kink. Et donc non, je prépare mes questions vraiment en me disant quelles sont les questions. Et d'ailleurs, on parlait de communauté tout à l'heure. Moi, je demande aux gens de ma communauté. Des fois, je tease le sujet. Je dis alors, qu'est-ce que vous auriez comme idée de questions sur le sujet pour vraiment dire qu'est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues. Mais alors moi, je lis des résumés de ce que m'envoient les invités parce qu'en fait, en soi, ça ne sert pas à grand chose parce que vu que je suis dans une approche très grand public, à part pour essayer de choper peut-être quelques petits détails. Et aussi, c'est que j'essaie d'avoir une durée et je pense qu'on a parlé là-dessus. C'est que j'essaie d'avoir une durée de podcast pas trop longue. C'est que mes podcasts font en moyenne 45 minutes en gros. Mais moi, mon objectif, c'est d'avoir entre 30 et 1 heure. Entre 30 minutes et 1 heure, tu vois. Donc, je me laisse, voilà. Ce qui est bien sur notre podcast, par rapport à la radio, c'est la liberté qu'on a, c'est qu'on fait la durée qu'on veut. Pour ça, c'est assez chouette. La radio, c'est bien pour plein d'autres choses. Mais voilà, moi, effectivement, je lis pas les travaux de mes invités en amont, mais je liste tout sur mon site. Par contre, tu vois, je fais bien attention à ça, c'est que mon site passionmédiéviste.fr, chaque épisode a un article avec un descriptif, une bibliographie que je demande à mes invités, vraiment une dizaine de titres
des choses grand public pour le grand public et des choses un peu plus précises pour que si vraiment des chercheurs, vraiment pour les chercheurs et les chercheuses, c'est ça, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin, toutes les images que je mets sont sourcées, vont vraiment, pour moi, c'est vraiment à la fois un podcast grand public, mais si on veut aller plus loin, il y a des choses plus loin. Et toi, André, alors moi, c'est plutôt le modèle lecture, voire lecture approfondie, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi parler de méthode et du coup voir de l'intérieur en ayant lu et en pouvant dire là dans tel chapitre ça m'a frappé parce que cet exemple-là, j'ai bien aimé la manière dont vous l'avez travaillé. Donc parce que t'es historien toi-même, en fait, c'est pour ça que ça te parle aussi. Ouais, je pense qu'il y a cette dimension-là, historien et prof aussi, parce que c'est aussi l'idée que s'il y a des gens qui sont en master qui écoutent, ça, il y a un truc qui va les accrocher en disant tiens là vous avez fait des statistiques, comment vous avez construit votre corpus, voilà. Donc c'est cette dimension un peu d'entrée dans l'atelier quoi. Presque l'historiographie. On aime bien, ouais, complètement. On aime bien toujours en histoire faire des métaphores avec les historiens comme artisans, l'atelier, etc. Mais c'est vrai que ça marche assez bien parce qu'un travail d'histoire, ça se fabrique et c'est bien de montrer les étapes et c'est bien de montrer l'envers du décor. Et c'est vrai qu'en lisant ces travaux, ça permet vraiment de rentrer dans ce type de questionnement. Et puis après, c'est souvent des bons bouquins aussi. Ouais. Moi, un des critères de choix quand même des livres, c'est est-ce que ça m'est tombé des mains quand on me l'a envoyé ou quand on m'en a parlé, ou est-ce que j'ai été accroché, j'ai été passionné, j'ai envie d'en savoir plus. Et même à la 500e page du bouquin sur la pêche à Venise, en fait, j'étais content d'avancer et de comprendre comment ça fonctionnait. Mais après, sans jamais mettre en difficulté l'invité en disant alors à la 500e page, t'as parlé de ça, et ça c'est parfois difficile de dire non mais c'est une question juste pour que tu précises, vas-y continue. Quoi. Moi j'ai ça quand même. J'ai aussi les questions sur la méthode, notamment je demande j'aime beaucoup poser quelles sont les difficultés que tu as eues dans tes recherches. Parce que je trouve que c'est important, voilà, de me dire, ok, que les gens qui écoutent, en fait, c'est aussi, moi, ce que j'aime beaucoup avec le podcast, c'est dire, ok, on vous a raconté une histoire, mais on va aussi raconter comment est-ce qu'on la sait, cette histoire. Dans cette époque où tout ce qui est des informations et tout ça, c'est quand même un peu compliqué, dire, ok, l'information, l'histoire, c'est quelque chose qui se construit, qui se recherche, donc des fois, c'est compliqué de faire ça. Donc, une invitée il y a pas longtemps qui me raconte comment elle a dû découvrir la paléographie médiévale directement dans les archives à Bologne, sur du 14e siècle. Et ça s'est bien amusé. Mais voilà, de dire aux gens, c'est ça aussi qu'il faut pour avoir des informations sur l'histoire. Mais après, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, le podcast, c'est une situation d'interaction. On est quand même face à face avec des gens. Donc, c'est compliqué de leur rentrer dedans. Ou alors, c'est un autre modèle. C'est un modèle comme, je sais pas, des chaînes d'infos, voilà. Alors, mais dites-moi, le prix du pain, vous ne le connaissez pas. Bon, c'est pas du tout ça. Et du coup, c'est vrai que parfois, moi, il y a des bouquins qui me laissent insatisfait sur des points. Et comment tu fais alors? Je fais pas trop, je fais à minima parce que ou alors j'invite pas. Il y a des bouquins clairement, je me dis ça c'est pas mon truc, je suis pas convaincu, je trouve pas que c'est la bonne histoire, j'invite pas la personne parce que je vois pas l'intérêt d'inviter quelqu'un pour dire là ça me va pas, je suis pas d'accord avec vous. Donc ponctuellement ça m'est déjà arrivé de dire est-ce que là vous tirez pas trop dans un sens, bon, mais c'est pas évident à formuler et du coup c'est un peu la limite du truc parce que moi en historiographie ce qui me plaît souvent c'est quand ça clash parce que je trouve que c'est intéressant quand il y a des gens qui ont des interprétations complètement différentes d'un personnage, d'un événement, qui ont des approches différentes, voire des méthodes complètement différentes. Mais en podcast, c'est un peu plus dur à faire passer. Donc moi, c'est un petit regret que j'ai, c'est de pas pouvoir vraiment faire exister cette dimension-là dans le format audio. Parce que sur la méthode que tu fais, c'est que toi, on t'envoie des livres et t'invites les personnes, ou alors tu vas comme n'importe qui à la librairie, tu te dis waouh, il y a eu cet ouvrage qui est sorti. Je vais être honnête, je vais de moins en moins en librairie parce qu'en fait, comme j'ai une activité de podcasteur, une activité de critique dans le monde, en fait, les maisons d'édition m'envoient massivement d'abord les programmes. Ta boîte aux lettres passe son temps à déborder. Ouais, j'ai reçois entre 5 et 15 livres par semaine d'histoire. Wow. Donc que je peux évidemment pas lire en entier, très très loin de là. Bibliothèque tu dois et du coup mais je les donne du coup beaucoup à des étudiants parce que je peux pas tout garder non plus. Et donc effectivement ça implique de faire des choix. C'est une grande chance, je suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien. Ça implique de faire des choix. Alors après parfois il y a des bouquins que j'ai pas vu passer ou que j'ai pas reçus, je vais les demander aux attachés de presse en disant est-ce que vous pouvez m'envoyer tel bouquin, ça a l'air bien. Voilà, il y a tout un écosystème du livre pour les recensions parce qu'en fait c'est des activités complémentaires. Les recensions c'est rendre compte d'un livre dans la presse, dans une revue savante, dans un magazine, etc. Ça fait partie du métier. C'est même un des trucs assez nobles du métier parce que qu'est-ce qui fait qu'un livre d'histoire est bon? Le livre d'histoire existe, mais comment on sait qu'il est bon? On sait qu'il est bon en général parce que des collègues l'ont lu, évalué et en ont parlé dans des revues, dans la revue d'histoire moderne et contemporaine, 20e siècle, les annales. S'il y a 3 recensions pour dire voilà un grand livre ou voilà un livre important, ça fait exister le livre. Est-ce qu'il y a de la place pour les mauvaises critiques?
Ah ouais, il y a de la place. Non, dans le sens, il y a des fois des mauvaises critiques de livres qui paraissent. Souvent. Parce que des fois j'ai l'impression que, alors c'est vraiment le peu que je vois, c'est que les seuls endroits où j'ai l'impression que je vois encore des mauvaises critiques de livres, enfin dans le sens où on dit c'est mauvais, c'est Au Masque et la Plume sur France Inter. C'est la seule émission de radio aujourd'hui où tu peux entendre des avis négatifs. Ils en jouent même. Oui, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Il le dit souvent, c'est un des seuls derniers espaces de liberté qui n'est pas acheté. Et je dis pas du tout ça pour ton émission bien sûr, où c'est pas quelqu'un qui vient juste faire sa promo. Non, mais où vraiment on a des avis des fois contraires. Et ce qui est hyper intéressant dans cette émission. Donc il y a encore des fois dans la presse papier. Dans la presse, ouais, absolument. Dans la presse, moi, ça m'est arrivé de faire des articles très critiques sur des bouquins et de recevoir d'ailleurs des courriers des auteurs ou des attachés de presse en disant comment vous avez pu dire ça de mon livre qui est un ouais. Et il faut avoir c'est le risque effectivement. Faut avoir des arguments. Hein, c'est évident, ça se fait pas à la légère. Mais du coup, en podcast, c'est pas vraiment ce type d'interaction là parce que on va pas chercher ce. Tu vas pas recevoir quelqu'un pour dire alors votre livre était vraiment mauvais quoi. Ce conflit. Mais expliquez-nous pourquoi. Ouais, mais c'est vraiment. Mais parfois, il y a une question qu'on a envie de poser en disant j'ai envie de vous titiller sur ce point. Voilà, j'ai envie de. Là, il y a un truc où j'ai un truc où j'ai une insatisfaction. Ou même une précision. Des fois, dire là, je crois que j'ai pas compris ce truc-là. Enfin, ça peut être aussi. Moi, j'aime bien cette posture-là de dire moi, je crois que j'ai compris votre sujet comme ça, mais tu vois, c'est mon côté un peu fou naïf. Il y a une fois, je peux le raconter. Il y a une fois où ça m'est arrivé vraiment d'être très embarrassé parce que en gros, j'avais vu passer dans un programme de maison d'édition un bouquin sur la préhistoire qui s'appelle Lady Sapiens, qui avait accompagné un documentaire fait sur je sais plus quelle chaîne, Lady Sapiens, la préhistoire au féminin et tout. Et en fait, j'avais contacté la maison d'édition en disant ça m'intéresse, est-ce qu'on pourrait monter une émission avec les auteurs? Et grosse erreur, avant d'avoir lu le bouquin, en disant le thème est intéressant, donc j'ai envie d'y aller, j'ai pas encore lu le bouquin. Après, je lis le bouquin et je tombe sur 2-3 trucs qui me déplaisent. Voilà, qui me déplaisent. Et en particulier, je me souviens à l'époque sur un réseau social, j'avais posté une capture d'écran d'une page en disant là, cette formulation-là, vraiment, j'ai du mal parce que les auteurs avaient écrit quelque chose comme la loi du sang ne ment pas pour expliquer, je sais pas, tel ou tel truc. Et bon, c'est une formulation, surtout, tu connais l'histoire du nazisme. Voilà, c'est quand même un peu gênant. Et du coup, j'avais fait ça. Et donc ensuite, j'arrive pour faire l'entretien. Les gens autour de la table me disent mais comment vous avez osé écrire ce tweet? Est-ce que vous vous excusez? Sinon on fait pas l'entretien et tout. Donc un truc qui est monté très vite. Ouais, un truc donc j'ai diffusé l'émission quand même, on a fait une émission quand même, mais j'étais assez insatisfait. J'ai déjà eu l'écho que la personne que tu as interviewée était pas très sympa. J'ai déjà eu, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais, et bon, je peux confirmer. Et du coup, l'émission est diffusée, mais j'en suis pas hyper content. Et puis j'ai essayé aussi de leur poser des questions en disant mais bon, là vous dites ça, mais en fait toutes les femmes de la préhistoire c'était pas ça, ou là est-ce qu'il y a pas une généralisation? Donc voilà. Et c'est une expérience un peu mitigé, mais du risque, de lancer une invitation sans avoir quand même bien balisé ce qu'on veut faire. Mais parfois, on le fait parce qu'on est enthousiasmé par le sujet. Mais je pense que maintenant, je fais un peu plus attention à ça. Et puis, du fait que parfois, on n'a pas les mêmes approches et ça peut conduire à des petits clichés. Moi, dans le style, je veux me mouiller un petit peu. Je veux le dire. Bon, je sais pas à quel point est-ce qu'on va être écouté, mais je le dis. Je vais un peu me mouiller. J'ai une de mes invitées il y a pas longtemps sur la prostitution au Moyen Âge. Alors, il se trouve que j'ai l'impression que ouais, bon, désolé, j'hésite, mais parce que c'était un truc en off, mais je pense que je peux le dire en vrai quand même. C'est que, alors, au montage. Elle a été intégrée, elle a été encadrée, mais par quelqu'un qui connaît pas tout sur l'histoire. Et notamment, elle a dit des choses sur la couleur au Moyen-Âge que dit beaucoup Pastoureau. Mais en fait, le problème, c'est que, Pastoureau, qui a publié plein d'ouvrages sur les couleurs, les animaux et tout ça. Alors, les animaux, c'était encore un peu sa spécialité. Les couleurs, en fait, de moins en moins. Et notamment, en fait, il y a une autre historienne qui s'appelle Dominique Cardon, qui est pour le coup beaucoup plus spécialiste des couleurs et qui a démontré qu'il y a plein de choses qui sont fausses en fait, des généralités, des cas particuliers dont il a fait des généralités en fait. Et notamment, il y a quelque chose que mon invité me disait. En fait, j'ai quelqu'un que j'ai reçu il y a pas longtemps qui, je sais, est au taquet là-dessus, m'a dit non mais tu peux. Enfin, c'est faux. Ce qu'a dit vraiment, ça a été démontré et tout ça. Et donc moi, c'est du coup un risque inverse que j'ai avec mes invités, c'est que je leur fais confiance. Alors moi, vraiment, il y a limite de la maïeutique à faire avec eux. C'est des jeunes chercheurs et chercheuses. C'est quoi la maïeutique? La maïeutique, c'est le fait d'accoucher. En fait, c'est toute la science de l'accouchement. Et moi, vraiment, il y a ça, c'est que c'est aussi donner forme. Enfin, quand tu donnes forme à un bébé, voilà. Mais sauf que moi, c'est comme c'est des jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, des fois, ils ont pas parlé beaucoup de leur sujet. Donc, il y a vraiment ça de aider aussi. Alors, comment? Pour ça, je reçois pas des gens au moins avant minimum le M1 validé, parce que comme ça, je me dis, ok, le travail a été validé par un professeur. Et donc, mais je reçois pas après. Moi, j'ai déjà des postdocs qui sont vexés que je les reçoive pas, parce que ma règle, alors voilà, c'est une règle que je me suis imposée un peu toute seule, mais jeunes chercheuses, jeunes chercheuses, et vraiment soit en cours de M2, soit M2 validé, soit en cours de thèse, et qui ont soutenu il y a moins d'1 an, pour avoir déjà vraiment dans le
dans le fond de la recherche. Donc je suis déjà has-been, quoi. Bah ouais, non mais vraiment, là j'ai Bravo. reçu une proposition hier, il m'a dit oui, j'ai soutenu en 2006. J'ai dit, alors c'est vraiment et des gens qui disent mais j'ai soutenu il y a 3 ans, j'ai dit bah désolé, c'est en fait parce que sinon je ferais que soutenir des postdocs en fait, que revenir des postdocs. Non, mais donc bien sûr. mais ouais, c'est ma grande angoisse avec Passion médiéviste, c'est que je me dis je ne peux pas vérifier ce que me disent mes invités, ce n'est pas possible. C'est parce que même il y a des recherches hyper pointues. Ouais. Et après, justement, l'intérêt, c'est que t'as aussi, si t'écoutes tous les podcasts, tu peux avoir des mais retours c'est très en très disant, rare. bah, En tiens, fait, j'ai écouté ce podcast-là, ouais. et puis bah moi je réagis là-dessus, et en fait, ça fait une continuité pour les gens qui écoutent. Ça, tout. j'adore. Ouais, Alors c'est chouette. le cas que j'ai dit avec la jeune chercheuse, c'est vraiment en 9 ans, je crois que ça m'est arrivé 2 fois. Hein. Oui. Donc voilà, en général. Mais oui, j'adore faire du lien entre mes épisodes. Dire alors si ça vous a plu, allez écouter ça et tout ça. C'est faire du lien pour donner envie aux gens d'écouter les autres épisodes. Puis mettre en relation éventuellement. Tout à fait. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine? Très bien, je vous propose un petit jeu dans le jeu. Parce pour information, je ne sais pas si vous le saviez, en 2021, Stéphane Bern était la 2e personnalité de TV préférée des Français. Oh, mais Voilà. lui, c'est gentil. Et qui était en premier? Je ne sais pas. J'ai juste tapé classement Stéphane Bern parce que je voulais cette transition. De quoi se dire que le fait historique vulgarisé puis méga vulgarisé a encore de l'avenir en France, et Pierre vous propose donc un jeu de faits historiques vulgarisés. Bah oui, la vulgarisation, des fois c'est bien, mais des fois c'est trop. Et donc, je vous propose des faits qui, je vais les raconter en une phrase, mais en fait, qu'est-ce que c'est comme fait? De quoi on parle? D'accord. Il faut qu'on retrouve... Faut retrouver le fait, l'événement, D'accord. la Tu les période. racontes un peu d'une autre façon. De façon trop vulgarisée. Ok, quoi, voilà. vas-y. Par exemple, des gens en colère ont cassé une prison, puis ils ont écrit un papier en disant que c'était une bonne idée. Donc la Révolution La française. Révolution française, par Ok, exemple. d'accord. Un marin s'est perdu et il a déclenché un gros bazar sans le vouloir. La découverte de l'Amérique. Christophe Colomb est une bonne réponse. Un type dans un bunker a décidé que c'était fini pour lui. 2 villes ont disparu en fumée. Depuis, on a des boutons rouges partout pour ne pas appuyer. Je te laisse celle-là. Oui, Hiroshima Nagasaki. Et puis Adolf Hitler. Et Adolf Adolf Hitler Hitler. au La fin de la début, Deuxième Guerre mondiale, d'accord. Voilà, la fin de la Seconde Guerre mondiale. 2 frères ont bâti une ville sur des collines et maintenant on trébuche sur leurs pavés en mangeant des glaces. Ouais, voilà, tu vois. Et Pierre, il a le droit de jouer aussi? Oui, Ah. il J'ai a le droit de jouer, pardon. Moi, j'avais pas la règle du jeu. Je n'ai pas les réponses. Très bien. Des soldats avec des croix sur leurs armures ont pris une ville et depuis tout le monde se dispute pour un mur. Les croisades. Voilà. Ça se disputait avant quand même. Ça se dispute. Pas pour un mur, quoi. Ah, Voilà. ouais. Un type avec une belle moustache s'est fait tirer dessus et soudain tout le monde se battait dans la boue. Bah, la Première Guerre mondiale. François Ferdinand. Voilà. C'est ça. Il avait une très belle moustache, cela dit. Ouais, c'était un sale type, François Ferdinand. On le dit pas assez. Je suis pas pour qu'on assassine des gens dans leur voiture à Sarajevo, mais Que à Sarajevo. honnêtement, Dans il le avait, ville, ça va. il avait un peu, il faut savoir que François Ferdinand était l'un des plus grands chasseurs de l'histoire. Il était obsédé par la chasse, et des gens ont calculé qu'il a tué 200 ou 300 000 animaux dans sa vie, tellement il était un chasseur frénétique. Donc, quelque il est part, mort- voilà. il est mort jeune, pas non de larmes, pas si jeune, je crois qu'il avait une bonne quarantaine. Pas de larmes pour François Ferdinand. Mais ça a fait un pour bon ma groupe part. de rock derrière sur les Franz Ferdinand. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Un petit homme a perdu une bataille et donc il est parti voir la mer. Napoléon. Oui, Napoléon, ouais. Voilà, des gens ont commencé à faire des traits bizarres sur des trucs en terre et depuis on passe notre vie à remplir des formulaires, à écrire des SMS et perdre nos mots de passe. Mais ça s'est passé il y a giga longtemps, genre il y a 5000 ans. L'invention de l'écriture. Voilà, c'est ça. C'est un peu trop vulgarisé. Enfin, voilà, la vulgarisation des fois c'est bien. Mais on des fois, comprend, c'est trop, donc quoi. c'est que ça marche. 2 pays se sont tapés dessus et à la fin Paris s'est mis à chanter la Marseillaise. Waouh. La Première Guerre mondiale? Non. Je sais pas. Non, deux pays sont tapés. La guerre de 100 ans? Non. Les guerres de la Révolution? Non. Non. C'est un peu trop vulgarisé alors du coup. L'Espagne, 2 pays se sont non tapés dessus. 2 pays se sont tapés dessus et depuis, puis à la fin Paris s'est mis à chanter la Marseillaise. Et pas n'importe quelle Marseillaise. La Marseillaise, mais aussi l'international évidemment. Waouh. La guerre froide. Non. Non, même pas. Bah non, du coup, n'importe quoi. Je sais pas. C'est trop vulgarisé là. Du coup, Ouais. on sait même plus. C'est la Commune de Paris. C'est la guerre de 1870-1871. La D'accord. Marseillaise de Paris, c'est une grande. Et donc c'est entre qui et qui du coup? La France et l'Empire allemand, enfin la Prusse qui devient Ouais. l'Empire allemand en 1871. Un Allemand a bricolé une machine et depuis on passe notre temps à lire des trucs inutiles. Un Allemand a bricolé une Bah, machine. Ouais, Gutenberg. avec l'invention de l'imprimerie, tout à fait. Un type a marché sur un caillou géant, il a planté un drapeau et tout le monde a applaudi. La découverte de la Lune. Tout à fait. Alors, les Enfin, découvertes. bah oui. C'est quoi ce truc? On a marché sur la Lune. Un général a dit la République c'est moi, il a mis une couronne de laurier et tout le monde a fait semblant de pas voir qu'il voulait être roi. Bonaparte? Napoléon? C'est l'autre. Washington? C'est le premier. Mélenchon. Non. Un général. César? Jules César est une bonne réponse. La République, c'est moi, évidemment. Sans imitation. Voilà, des milliers de gens ont empilé des pierres en triangle, ont mis des morts dedans et maintenant on paye 20 € pour monter dessus en suant.
Les pyramides d'Égypte, voilà. ouais. 2 groupes de pays se sont fait la gueule pendant 40 ans, ils ont accumulé des bombes et à la fin tout le monde a dit ouf en regardant tomber un mur. La guerre froide. Voilà. Ouais. Sympa. C'est bien résumé. Oui. Des types se sont battus pendant 10 ans pour une femme, ils ont construit un cheval en bois et depuis on se méfie des secrets de Santa. La guerre de Troie. Pourquoi on se méfie des secrets de Santa? Les cadeaux où tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois, voilà. C'est le premier secret de Santa de l'histoire, ça. Voilà, c'est ça. C'est bien vu. C'est un peu trop vulgarisé. Oh, là, oui, mais ça marche. Il faut marche. quand même un niveau de complexité qui... Et on a trouvé, effectivement. Eh bien, merci Pierre. Nous voilà déjà à la fin de notre première partie où nous avons parlé vulgarisation, podcast, histoire et encore un petit peu de vulgarisation. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant de conclure cette première partie? Un mot. Salade? Non, je sais pas. Enfin, je vais non, dire. si vous voulez Escargot, rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a pu dire, des échanges. Wow. C'est la première fois que je teste cette question de fermeture. Faut pas. On va l'enlever. Ouais, trouve une autre question de fermeture. Eh bien, je vous propose une autre question qu'on va répondre dans la seconde partie, donc la semaine prochaine. Est-ce que c'est une bonne situation vulgarisateur? On vous laisse une semaine pour y réfléchir. On entendra aussi Marin Manzin pour notre traditionnel épisode de Comment va Marin. Nous finirons forcément par parler d'intelligence artificielle. On se retrouve à la prochaine émission. Merci beaucoup. Merci. Merci.